ce fameux jour où la pauvre s'est pris cette balle dans la tête, où son image a fait le tour du monde entier, puisqu'on voyait son petit frère qu'il a traîné par les jambes sur la route, avec donc des traînées de sang qui sortaient de sa tête. Je m'appelle Cyril Morcel, j'ai 50 ans, je suis marié et j'ai 5 enfants et je suis le fondateur de l'ONG Caravane Solidaire. Dans ma jeunesse, donc au cours de mes études, je travaillais dans le monde de la nuit jusqu'à être un jeune propriétaire d'un établissement de nuit lorsque j'avais 22 ans. Puis pendant quelques années, j'ai fait des saisons à l'étranger qui me permettaient d'avoir une vie très confortable dans ce qu'on appelle, dans ce que beaucoup disent le paradis sur Terre en fait. Puisque je bossais dans des conditions, c'était aux Caraïbes et les pieds dans l'eau avec beaucoup d'argent. Ce travail-là du monde de la nuit m'a fait, comme pour beaucoup, poser beaucoup de questions sur le sens de la vie en fait, puisque quand vous arrivez à un certain standing de vie et que vous avez accès à tout sans aucune restriction, forcément à 22, 23, 24 ans, vous êtes arrivé à un niveau qui fait que vous voyez pas trop bien ce que vous pouvez avoir de plus en fait. Donc c'est ce qui me faisait poser des questions un petit peu existentielles, d'où notamment la croyance en Dieu et puis ce qui a amené quelques années plus tard à ma conversion à l'islam. Dans ma vie, j'ai toujours été chef d'entreprise ou quasiment toujours chef d'entreprise dans différents secteurs de la société, avec des réussites et des échecs bien évidemment. Donc avec des hauts et des bas comme tout chef d'entreprise connaît. Depuis tout jeune, j'ai énormément voyagé, sac au dos à l'époque, ce qui était peu courant à mon époque. Ce qui m'a aussi, je pense, amené à avoir une certaine ouverture d'esprit sur le monde en fait et sur l'humanité en général. Après différentes donc, expériences professionnelles, comme on le disait, différentes idées de business ou de montage de société ou autre. Au cours d'une de ces expériences, mon épouse voulait qu'on fasse un don personnel auprès d'une association. C'était au début du conflit en Syrie. Donc elle souhaitait qu'on fasse un don à une association. J'étais pas du tout réseaux sociaux et donc elle m'a fait voir vers quelle association elle souhaitait envoyer ce don. Donc en me faisant découvrir, c'était Facebook à l'époque essentiellement, et puis je trouvais que ça manquait énormément de transparence en fait, et j'avais peur de ne pas savoir justement où allait être et pour qui allait être attribué ce don. Donc de par les expériences passées et le réseau que j'avais autour de moi, plutôt que de faire son don à une association, j'ai préféré qu'on monte un projet en fait avec des proches. Il s'agissait donc de collecter autour de nous et que je me rende directement moi en Syrie avec les ambulances qu'on avait achetées, les véhicules qu'on avait achetés, le matériel qu'on avait collecté et les fonds qu'on avait collectés afin de les remettre directement aux bénéficiaires. Donc à partir de là, l'idée de Caravane Solidaire est née, mais avec encore une fois comme objectif à la base de ne pas du tout monter une ONG, mais de simplement de faire une première mission en Syrie. Donc on a commencé à collecter le matériel financier au mois de juin 2013. Puis ça a pris un petit peu de temps avant que les gens ne mettent un engouement un petit peu particulier à soutenir cette mission. Et on a réussi à partir donc tout début janvier 2014 donc pour une première mission avec des gens que j'avais des amis proches autour de moi et d'autres des gens que je connaissais moins. Nous sommes rendus à 5 destinations de la Syrie. Alors bien évidemment, au vu de la situation à l'époque en Syrie, on ne savait pas du tout où on mettait les pieds. Malgré mes expériences de voyage, c'était forcément la première fois où on se destinait à aller vers un pays en zone de guerre, avec toute l'appréhension que cela implique, bien évidemment, pour nous, pour l'équipe et pour nos proches. Et très honnêtement, tous les gens avec qui nous sommes partis, on avait tous en tête qu'on n'allait pas revenir en fait. Mais on était vraiment motivés, arrivés à un certain âge, après avoir, je ne vais pas vous dire faire le tour de la vie, mais en fait l'envie d'aider était bien plus forte que le reste, et la nécessité, en voyant toutes ces images d'enfants énormément d'orphelins, qui souffraient à l'époque de malnutrition et qui se mouraient sous les bombes, et ben de pouvoir aider cette enfance-là nous paraissait bien plus noble que de continuer à poursuivre le simple but de nourrir nos propres familles et de rester dans une existence somme toute bien confortable.
Donc c'est avec cette idée, ce leitmotiv en fait que nous sommes partis sur place en Syrie, donc vraiment pour aider les enfants sur place. Donc on avait pris contact avec des médecins syriens de France. On avait parmi nos amis qui nous ont de fil en aiguille emmenés vers des contacts sur place. Donc on a pris la route avec à l'époque 2 ambulances, un poids lourd et on a fait partir en même temps un container d'aide humanitaire. On est parti, on a traversé donc la France, puis l'Italie pour arriver au port de Trieste et mettre nos véhicules sur le bateau destination Mersin dans le sud de la Turquie. Nous on est parti en Slovénie, on a pris un avion et on a décollé donc pour Istanbul où on a rencontré les premiers contacts turcs et syriens sur place qui devaient nous aiguiller pour nous ouvrir la voie pour arriver en Syrie. De là, donc, on s'est rendu ensuite à Mersin, on a récupéré nos ambulances et puis notre poids lourd, et on s'est dirigé vers la frontière syrienne avec l'idée qu'on allait pouvoir rentrer facilement. Tout ceci, c'était avant l'existence même de Daesh. Donc ça explique un petit peu plus la situation géopolitique à l'époque, ce qui était plus simple que ça ne l'a été par la suite. En fait, arrivé à la frontière, donc seule la personne qui avait le passeport turc a pu rentrer. Nous, on s'est fait recaler, on n'a pas eu le droit de rentrer. On s'est fait éjecter manu militari de nos véhicules. Donc on a cherché notre porte d'entrée, en fait, par notre réseau de docteurs syriens, par lesquels on a essayé une première tentative par des jeunes passeurs, qui, bien qu'on le sentait, que ces gens-là étaient bien trop jeunes pour arriver à nous faire rentrer, on a essayé de suivre ça. Donc on s'est retrouvé au milieu d'un champ, en fait, avec comme consigne de la part des docteurs syriens de traverser ce champ et de courir, et que juste en face de nous, donc à 500 mètres, c'était la Syrie. Ce qui était impossible puisqu'il y avait des militaires de partout. Donc on a vu un premier point d'ouverture qui se faisait, puisqu'à l'époque, il essayait de sortir quand même beaucoup les familles syriennes. Donc on a vu un endroit comme ça entre les checkpoints où les Syriens arrivaient à sortir. Donc on a décidé d'essayer de passer par ce point-là. Donc on s'est fait stopper par les militaires turcs avec lesquels on a essayé de négocier. Et puis ça a été une fin de non-recevoir assez violente. Donc on a fait demi-tour et puis on a recontacté les docteurs syriens qui ont essayé de nous trouver un autre point de passage. Et il s'est fait qu'au final, dans la nuit, avec l'aide de passeurs, on a réussi à rentrer en Syrie en passant par les égouts, en fait. Alors ça peut paraître rocambolesque comme histoire, mais il faut savoir que c'est des voies que des ONG bien plus grosses que la nôtre suivaient également, puisque c'était le seul moyen de rentrer en Syrie pour pouvoir apporter les aides. Donc voilà, c'était la nuit, une nuit pluvieuse, avec, vous pouvez l'imaginer, des barbelés, des gardes, des chiens, des maîtres chiens, beaucoup d'armes, alors que c'est pas un environnement avec lequel on est habitué. Et tant bien que mal, donc on a réussi à trouver cette bouche d'égout par laquelle on est passé. On a crapahuté, on va dire, 200 mètres à peu près, mais qui nous paraissait être une éternité forcément, jusqu'à voir la lumière au bout du tunnel. Puis le passeur nous a dit de courir, c'était une dune, donc on a monté la dune. On l'a escaladé et on a fait un roulé-boulé au-dessus des barbelés qui se trouvaient en haut de la dune. Et une fois qu'on a dévalé cette dune de l'autre côté, voilà, on nous a souhaité la bienvenue en Syrie. Il faut savoir qu'on arrivait dans un champ, donc on voyait pas, hein, c'était la nuit, il y avait que des flambeaux quoi, comme on a dans les jardins d'agrément maintenant, mais là-bas c'était pas de l'agrément, il y avait que ces flambeaux qui illuminaient autour de nous, avec une très forte odeur de pétrole. Donc ce champ d'olivier en fait servait de lieu de stockage au pétrole qu'il faisait passer par la frontière. Donc on a atterri dans ce champ d'olivier qui servait de lieu de stockage et de passage pour le pétrole vers la Turquie à destination de tous les pays occidentaux. Arrivé sur place, on a été pris en charge par des jeunes, ce qui était très choquant puisque c'était des jeunes qui avaient entre 15 et 18 ans, tous armés. Puis on nous a fait installer sous une tente avec énormément de stress puisqu'on ne savait pas entre les mains de qui on était. Même si effectivement à l'époque Daesh n'existait pas encore, mais on savait que la Syrie était aux mains de différents groupes armés, donc avec toute l'appréhension qu'on pouvait avoir en face de cela. On nous a fait nous installer donc sous une première tente dans laquelle il y avait 5 ou 6 jeunes, donc comme je vous disais tous malheureusement équipés militairement. Donc beaucoup de stress, comme vous pouvez l'imaginer, mais ces jeunes ont eu un geste envers nous
Ils avaient tous une canette en fait pour leur garde de la nuit et ils nous ont tous remis individuellement cette canette, donc ça a forcément détendu l'atmosphère, puisque concrètement on s'est dit pourquoi nous donner une canette, leur propre canette, si c'est pour nous tirer une balle dans la tête quelques instants plus tard. Donc ça a détendu un petit peu l'atmosphère. Peut-être au bout d'une demi-heure, une personne plus âgée est venue vers la tente en demandant qui était le responsable. Donc forcément, tous les regards des amis se sont tournés vers moi, donc je me suis désigné. Et donc il m'a demandé de le suivre. Je vous avoue très honnêtement que à ce moment-là, je ne savais pas du tout quelle allait être la condition et le pourquoi de fait de vouloir me voir et de me faire sortir de la tente. Donc par le regard, on s'est dit adieu en fait avec les amis. Et puis j'ai suivi cet homme sur un chemin boueux pendant peut-être 5 minutes, peut-être 3 minutes, mais en tout cas ça me paraissait être une éternité. Et puis toujours avec cette odeur de pétrole très forte, jusqu'à arriver au bout de ce chemin. Et puis j'ai vu un minivan arriver très très vite, faire un semi-dérapage en face de moi avec la porte latérale qui s'est ouverte. Et en fait c'était la mi-turc qui avait réussi à rentrer, qui était venu nous chercher avec les contacts des docteurs syriens. En fait, grand moment de réconfort au moment où on a vu cet ami, puisque le but d'avoir insisté pour que toute l'équipe rentre, c'était déjà très bien que l'un d'entre nous soit sur place, mais je voulais vraiment aller jusqu'au bout de cette mission et être sûr, encore une fois, de ces dons ou à qui ils allaient être mis et de pouvoir les remettre en main propre auprès des enfants. Donc suite à quoi, je suis reparti chercher le reste de l'équipe, on est monté dans la camionnette pour rouler pendant une bonne heure et demie pour atteindre le village où on allait établir notre camp de base pour la mission pour les 3 semaines à venir. Arrivé au village, donc, on a été reçu par le maire de ce village et le directeur de l'école, puisqu'ils nous ont mis l'école à disposition pour y stocker toutes les aides matérielles qu'on avait amenées. Donc on a commencé à décharger les véhicules, puisqu'ils avaient attendu en fait qu'on soit ici, qu'on soit sur place pour se charger de ça. Donc on a commencé à répartir toutes les aides. Puis un des responsables armés de la région est venu me trouver encore une fois en demandant si c'était bien moi le responsable. Donc j'ai acquiescé et il m'a demandé de le suivre encore une fois. Donc j'ai laissé l'équipe en donnant quelques consignes et puis je l'ai suivi, pour ce qui m'emmène jusqu'à une tente où il y avait des jeunes combattants en fait. Donc un des responsables armée de la région, donc de l'armée syrienne libre en fait, est venu me chercher en demandant si c'était bien moi le responsable et m'a demandé à le suivre. Alors j'avais quelques notions d'arabe, même si je ne comprenais pas si on me tenait un discours trop prolongé, mais j'avais quelques notions d'arabe, donc on a cheminé ensemble et puis on a pu échanger. Et en fait son intention était de me faire rencontrer une personne, sans que je le sache, bien évidemment il ne me l'a pas expliqué non plus. Donc il m'a fait rentrer sous une tente où il y avait quelques jeunes armés comme ça. Il m'a fait asseoir en face d'une personne assez jeune, qui devait avoir 25 ans maximum. Et je me suis assis en face de lui. Et ce jeune, en fait, c'était un moment très très troublant de cette première mission en Syrie, puisque ce jeune avait un trou, en fait, ici au niveau du front, et un trou bien plus large au derrière de la tête, puisqu'il s'était pris une balle dans la tête, mais il était vivant. Il était vivant en train de me parler. Et à ma question bête, je suppose bête, puisque ça a fait rigoler toute l'assemblée, puisque j'ai demandé, mais qu'est-ce que les médecins ont dit? Donc tout le monde a rigolé en me disant, mais il n'y a pas d'explication médicale, il y a une explication divine, simplement. Et donc c'était un moment très touchant, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'était donc le premier soir en Syrie. Suite à ça, on avait un de mes amis qui avait, lui, une formation militaire française, puisqu'il avait fait environ une dizaine d'années dans l'armée française, notamment dans les commandos. Donc lui, son réflexe à lui, c'était tout ce qui était sécuritaire, comme vous pouvez l'imaginer. Donc arrivé, on a été logé chez le maire du village. Donc beaucoup de gens nous ont accompagnés, on a passé la soirée à échanger et à se raconter les uns et les autres. Et au moment du coucher, donc vers 2-3 heures du matin, cet ami en question, lui, comme réflexe, a eu le fait de venir me voir en me disant, écoute, s'il y a quoi que ce soit cette nuit, que tu entends qu'on fracasse la porte ou autre, moi j'ai repéré, il y a telle arme ici, je m'en charge, toi tu attrapes, il y a des grenades et tu jettes les grenades
Pour un homme de paix comme moi, si vous voulez, c'est quelque chose de très... c'est même pas étrange, c'est tout simplement impossible. J'aurais préféré très honnêtement qu'on me faire tuer plutôt que d'avoir à ne serait-ce que blesser quelqu'un. Mais c'était voilà, chacun dans ce genre de situation et de mission, eh bien, va vers ce quoi il excelle et ce quoi il est utile dans la mission. Donc cette mission a duré un peu plus de 15 jours sur place, 15 jours pendant lesquels tout s'est bien passé, dans le sens où on avait énormément d'aide avec nous. Avec les dons financiers, on avait acheté des colis alimentaires auprès d'une ONG turque, donc on a pu récupérer côté syrien. Donc pendant 15 jours, on a fait énormément de distribution, on redonnait le sourire à des milliers et des milliers d'enfants, ce qui était forcément plaisant, et c'était le pourquoi on avait monté cette mission, encore une fois, donc avec cette satisfaction de pouvoir donner directement de la main à la main, puisque c'était le pourquoi d'avoir monté cette mission. Et puis malheureusement, très vite, au bout de 15 jours, les aides se sont estompées, puisqu'on vidait nos stocks, on vidait nos stocks, on vidait nos stocks, jusqu'à arriver au moment de cette dernière distribution où, en plein milieu, en fait, après avoir tout distribué, on a des enfants qui, littéralement parlant, sont venus s'accrocher à nos manches comme ça, en nous faisant signe qu'ils avaient faim et qu'on n'avait plus rien pour eux. Et ça a été le choc psychologique de cette mission. Alors que pour autant, on avait vécu, pendant ces 15 jours, on a failli se faire enlever 2 fois. On a vécu les bombardements juste à côté de nous, des tirs. Mais tout ça, en fait, dans le feu de l'action, j'ai envie de vous dire, vous ne le ressentez pas et vous n'y faites pas attention. Et c'est maintenant, avec le recul et les plus de 10 ans d'expérience, qu'on se rend compte que c'est ce dont on a besoin lorsqu'on s'engage dans l'humanitaire, puisque c'est tout simplement ce qu'on appelle le sang-froid. C'est pas du tout du courage, ça n'a rien à voir avec le courage même, c'est du sang-froid, en fait, face à une situation où vous faites tout simplement ce pourquoi vous êtes là. Donc malgré toutes ces expériences, ça a été ça le plus violent pour moi, ça a été ces enfants qui sont agrippés à nos manches et qui réclamaient à manger et qui étaient vraiment chétifs. Pour la plupart d'entre eux, orphelins de père ou de mère, vivaient dans des conditions sommaires, puisqu'on appelle ça des camps de réfugiés, mais déjà à l'époque, ça n'avait que le nom de camp de réfugiés, parce que c'était des simples soies abris en toile ou au milieu des tentes fournies par les grosses ONG humanitaires, mais le sol était boueux et ils vivaient à même ce sol, donc voilà, c'était cette violence de ce geste qui a fait que psychologiquement, ne m'a pas détruit, mais nous a fait rentrer, puisqu'on partait le lendemain, en fait, on rentrait en France pour vivre confortablement les vies qu'on mène toutes et tous. Mais ce retour a été vraiment d'une violence psychologique énorme, puisque arrivé chez nous, moi personnellement, et je sais que les autres membres de l'équipe, ça a été pareil, on s'est effondré en larmes parce que vous êtes content de retrouver les vôtres, bien évidemment, de serrer vos enfants dans les bras, bien évidemment, mais vous savez qui vous avez abandonné sur le terrain et que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ce qui est plus difficile et ce qui m'a fait avoir cette discussion avec mon épouse, en fait, le soir même, de lui dire qu'elle n'attende pas de moi que je puisse retourner vers une vie normale et à repartir sur un montage de société classique avec des salariés et que pour nous tout aille bien alors qu'on a laissé ces milliers d'enfants dans cette situation sur place, en lui expliquant que c'était complètement impossible. Ce à quoi donc mon épouse m'a rassuré, puisque en me disant que beaucoup de gens en France, via les réseaux sociaux notamment, avaient commencé des collectes pour nous, puisqu'ils avaient suivi notre périple via notre Facebook et avaient donné une certaine confiance, comme quoi on collectait et qu'on allait nous-mêmes jusqu'au bout pour donner de la main à la main encore à nos bénéficiaires. Et que des gens de toute ville, de tout horizon, de toute confession, de toute origine avaient collecté pour nous en France et qu'il y avait à la fois des dons matériels et des dons financiers qui avaient continué à arriver. Donc avec une petite partie des dons financiers, 1 000 € à l'époque, on a acheté un vieux camion, un vieux camion dont je me suis servi pour faire le tour de ces villes en France, puisque Dreux, à Lille, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux. Et donc on a fait cette tournée de collecte, on a tout rapatrié dans l'entrepôt que des amis nous mettaient à disposition pendant plus d'1 an d'ailleurs. Des amis entrepreneurs, ils avaient un entrepôt tout neuf et plutôt que de le mettre à la location, parce que c'était le but, ils ont décidé de nous le laisser pendant 1 an. Donc on a tout rapatrié donc à Alençon, en Normandie. À l'époque, c'était là qu'était né le projet, puisque c'est là que j'habitais. Et puis 6 semaines après, oui, ça, 1 mois et demi après être rentré de cette première mission en Syrie, on a repris la route. On a repris la route avec des véhicules, on est reparti. Cette fois-ci, on n'a pas emprunté les égouts, mais on est passé sur une minuscule
une grosse bassine en fer, on va dire, à l'aide de cordes. C'est notamment le point de passage qu'utilisait également Médecins Sans Frontières à l'époque. Et on est retraversé clandestinement donc, pour re-rentrer en Syrie pour effectuer cette deuxième mission qui s'est bien déroulée. On a récupéré également un container qu'on avait envoyé. Donc on a pu apporter un maximum d'aide et construire quelque chose d'un peu plus correct sur place, notamment au niveau de nos équipes bénévoles. On a tissé beaucoup de liens avec différents hôpitaux du nord donc de la Syrie, donc, puisque quand on intervenait en Syrie, quand on intervient même à l'heure actuelle en Syrie, on intervient tout ce qui est région entre Alep et Idlib. Donc on a noué contact avec les hôpitaux et puis dressé une liste des besoins, bien évidemment. Et on est reparti vers la France. Les collectes ont continué de par les réseaux sociaux, toujours. Beaucoup de financiers, énormément de matériel. Puis, 2 mois après, on a fait le choix de repartir cette fois-ci en envoyant tout par container. On n'a pas repris la route, on est parti par avion. Et malheureusement, arrivé en Turquie, on a eu une fin de non-recevoir puisque les autorités turques nous ont fait savoir qu'on était devenu persona non grata en Turquie puisqu'on avait été blacklisté du fait de rentrer clandestinement en Syrie. Donc on a été réexpédié vers la France par le prochain avion avec une petite garde à vue dans l'aéroport en Turquie. Arrivé donc à l'aéroport en France, on a bien évidemment été accueillis par le service des renseignements français, mais tout s'est bien passé dans le sens où, avant la toute première mission, en fait, avant qu'on lance les premières collectes de la première mission, j'avais demandé à rencontrer les renseignements généraux et les services de renseignement avec les flyers qu'on avait fait imprimer pour leur expliquer qui était derrière ce projet, ce qu'on comptait y faire. Donc voilà, le contact avait été noué avec eux. Ils m'avaient demandé que je leur donne la liste des gens qui allaient partir avec nous lors de cette première mission. Moi, je leur avais demandé également que si un nom leur posait problème, qu'ils m'en avisent au préalable plutôt que de me laisser partir avec ces personnes. Et puis, il m'avait également demandé de venir débriefer au retour de la première mission ce qu'on avait fait, bien évidemment, puisque même si Daesh n'existait pas, encore une fois, ça restait une destination problématique. Donc, réexpédié en France avec une nouvelle problématique, puisqu'on était interdit de Turquie et donc impossible pour nous de retourner sur le territoire syrien. Mais pour autant, on avait constitué notre réseau de bénévoles et puis de professionnels également à l'intérieur en Syrie, notamment les directeurs des hôpitaux. Et les dons continuaient à affluer en France, donc on a commencé à expédier uniquement des containers. Et dans le même temps, on avait parmi nos donateurs des gens qui nous demandaient si on pouvait effectuer la réalisation de puits pour eux avec leurs dons. Lors de la tournée de collecte, 15 jours après cette fait réexpédier de Turquie, donc, on avait organisé une autre tournée de collecte afin de pouvoir récupérer tout le matériel comme au préalable et puis l'expédier par container. Une de nos bénévoles était d'origine sri-lankaise en fait, et vu que je tournais toujours avec ce vieux camion, je suis tombé en panne sur la route, donc je suis arrivé un jour trop tard chez cette bénévole, mais c'était un mal pour un bien puisque avec ce jour de retard, j'ai pu rencontrer son papa. Donc lui-même sri-lankais, bien évidemment, qui rentrait du Sri Lanka. C'était un ingénieur à la retraite, un ingénieur hydrologue à la retraite, qui lui-même rentrait du Sri Lanka, puisqu'il faisait des puits dans les villages là-bas au Sri Lanka. Donc vu en face de cette demande de nos donateurs, et cette bénévole et son papa qui agissaient sur le sol sri-lankais pour la construction de puits, bah, bien évidemment, on a décidé de s'orienter sur le Sri Lanka pour faire réaliser nos premiers puits. Donc on a enchaîné très rapidement une mission au Sri Lanka, au cours de laquelle on a pu forer une dizaine de puits de mémoire. Et c'était notre premier pas dans le monde du WASH, donc du traitement de la problématique de l'eau. Et puis après ça, j'ai envie de vous dire, ça a été comme une grande vague en fait qui nous a submergés, puisque les dons affluaient toujours pour la Syrie. On a commencé à envoyer énormément de containers vers la Syrie, jusqu'à atteindre un seuil de plus d'un container par mois. Puis les dons continuaient également à arriver pour les puits, donc on a refait des missions au Sri Lanka, et très vite est arrivé le problème de l'exode de la population Rohingya, donc qui fuyait les massacres de l'armée birmane pour se réfugier au Bangladesh. Par les réseaux qu'on avait montés en fait, et des amis qui étaient impliqués au sein de grosses ONG, on a pu être parmi les premiers à arriver au Bangladesh face à cet exode massif de population, puisqu'il y avait plus de 700 000 Rohingyas qui s'accumulaient dans des camps de fortune à la frontière bangladaise. Via les réseaux sociaux, toujours, on a connu un essor assez conséquent, puisque cette fois-ci, on collectait essentiellement du financier, du matériel également, puisqu'on a envoyé 3 containers à destination du Bangladesh, mais essentiellement du financier. Donc ensuite, pendant 1 an et demi, on a fait 6 ou 7 missions au Bangladesh auprès de cette population Rohingya.
Suite à ça, et ayant grossi un petit peu, j'ai envie de vous dire, on a décidé d'élargir un petit peu nos missions. Donc on faisait déjà quelques aides humanitaires à titre personnel et au nom de l'association à destination du Maroc, mais sans faire de communication autour. Mais depuis quelques années déjà, il y avait un conflit, donc un nouveau conflit qui s'était ouvert au Yémen. Et c'était la période de transition de Caravane Solidaire, association humanitaire, qui ne se voulait pas être une association à la base, puisqu'il s'agissait d'une première mission uniquement, et puis qui avait grossi bien malgré elle, à se dire que, comme dans tout secteur d'activité, en fait, il fallait faire un choix crucial, soit on arrêtait, soit on se professionnalisait. Donc, ne pouvant par cœur, ne pouvant pas lâcher cette activité, on a décidé de professionnaliser en fait et d'effectuer un début de restructuration de cette petite association. Donc pour ce faire, on avait deux choix en fait. Soit j'allais me former, mais j'avais déjà 40 ans passés, soit on allait décider d'investir, puisqu'on avait une politique dans Caravane Solidaire de 1 euro reçu, c'est 1 euro qui doit aller aux bénéficiaires. Bon, ça n'était plus possible à ce moment-là. Forcément, il y avait de plus en plus de frais. Au tout début, on finançait tout, hein, nos billets d'avion, les transports routiers, on finançait tout. Et puis, ça faisait déjà 5 ans d'activité, en ayant touché à la fois le RSA, puis on a eu des contrats aidés, puis du chômage. Il fallait faire donc ce choix-là de professionnalisation. Et au cours de nos différentes missions, en fait, on avait rencontré quelqu'un qui est devenu un ami, qui lui était professionnel de l'humanitaire, qui était embauché par des grosses ONG, qui avait beaucoup aimé l'éthique qu'on mettait dans Caravane Solidaire, dans notre distribution. Et puis pour la petite histoire, en fait, on s'était rencontrés donc au Bangladesh, dans un hall d'hôtel où il était rentré de mission, lui, il devait être 11h du soir, et il nous a vus, on était trois ou quatre, je crois, de Caravane Solidaire, à être en train de réaliser des milliers de sachets de bonbons pour les enfants. Il a trouvé ça très étrange, en fait. Donc il nous a demandé ce qu'on était en train de faire, tout simplement. On lui a expliqué qu'on confectionnait ces paquets de bonbons pour les enfants, parce qu'à chaque distribution de colis alimentaires, on s'ordonnait, en fait, de pouvoir redonner le sourire aux enfants, parce que même s'ils ont très faim, c'est toujours bien également d'égayer un petit peu leur quotidien, et le choix qu'on avait fait, c'était de l'égayer par des confiseries. Donc il a trouvé ça très surprenant. Il a demandé à rester avec nous toute la nuit. On a passé toute la nuit à confectionner ces milliers de paquets de bonbons. Et puis en se faisant la promesse de se revoir le lendemain. Donc on a fait notre distribution de colis alimentaires, à laquelle on a adjoint donc, cette distribution de petits sachets de bonbons. Et puis on s'est revus, on lui a expliqué l'histoire de l'association, il était très touché. Et puis depuis ce jour-là, on est resté en contact assez étroit. Il a exprimé l'envie de rejoindre Caravane Solidaire depuis le début. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans l'humanitaire, même à éthique musulmane, on était le petit poussé et on paraissait extravagant parce qu'on menait une politique de bas salaire. Que lui venait du monde des grosses ONG avec des très très gros salaires. Donc on lui a expliqué tout simplement que ce serait impossible qu'on travaille ensemble puisque on ne pourrait jamais aller à la hauteur du salaire qu'il percevait à l'époque. Et puis les mois se sont passés et toujours dans cette idée et réflexion de structurer l'ONG. La seule personne qu'on voyait autour de nous qui était capable d'apporter son soutien à cette idée, c'était donc cette personne, Mohamed, hein, donc c'est quelqu'un qui est d'origine égyptienne. Donc au cours de nos échanges, je lui ai exprimé l'idée que on voulait sincèrement essayer de professionnaliser cette entité et donc on a décidé que je me rende en Égypte pour le rencontrer, pour qu'on puisse en parler un peu plus profondément. Donc ce que j'ai fait, au préalable on avait fait des réunions entre nous dans l'association pour voir jusqu'à quel montant on pouvait aller, quel montant de salaire on pouvait espérer pouvoir lui donner mensuellement. Donc j'ai fait une proposition à 1 500 € par mois, sachant que c'est quelqu'un qui gagnait 6 fois plus. Donc il a pris le temps de la réflexion et puis il est revenu le lendemain vers moi et en me disant c'est bon, je signe avec vous, votre aventure m'intéresse et j'ai envie d'apporter mon soutien et mon expérience et mon savoir à la constitution ou la restructuration de cette ONG. Je lui ai demandé si sa famille était d'accord avec cette idée, bien évidemment. Ce à quoi il a rigolé en me disant que forcément non, que ce soit sa femme et ses parents. Tout le monde était contre l'idée, mais il sentait ce besoin. Il aimait beaucoup l'histoire, en fait, tout simplement, de Caravane Solidaire. Donc depuis, avec Mohamed, on a essayé de structurer tant bien que mal cette petite ONG. Et sa première mission a été de l'envoyer au Yémen pour nous ouvrir un bureau officiel, puisque dans Caravane Solidaire, on a fait un choix. C'est on ne fonctionne très très peu avec des partenaires locaux.
C'est-à-dire qu'on ne collecte jamais en envoyant des fonds à des gens qu'on ne connaît pas. On ne fait pas ça. Chaque destination, chaque pays dans lequel on intervient, on mène une politique de pouvoir aller sur place, d'assister toujours à nos distributions pour éviter tout ce qui peut se faire de mal dans le monde humanitaire qui est malheureusement rempli d'escrocs, il faut le dire. Donc sa première mission a été de nous ouvrir ce bureau au Yémen, ce qui a été très laborieux, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'à l'époque personne ne pouvait rentrer au Yémen. Et puis au bout de 6 mois, on a pu ouvrir ce bureau officiel, donc on y agissait déjà, mais par son biais. Et puis ensuite, on a obtenu les visas pour moi-même et un autre membre de Caravane Solidaire. On a pu se rendre au Yémen en 2018, au travers donc du bureau qu'on avait établi sur place. Rapidement, on a noué des liens assez étroits et professionnels avec notamment les responsables du ministère de la Santé au Yémen et ainsi qu'au sein d'autres ministères, ce qui nous a permis donc de signer des accords avec le gouvernement yéménite qui sont renouvelés tous les ans. Au début, on s'était engagé à intervenir pour un montant minimum de 250 000 euros à l'année, qui a bien grossi depuis. Donc voilà, ça a aidé aussi à donner une nouvelle expansion à Caravane Solidaire, qui a depuis là encore plus grossi. La même année, on a décidé d'intervenir sur Gaza, puisqu'on en avait les moyens financiers et le réseau suffisant. Donc en 2018, on a commencé à intervenir sur toute la Palestine, pas seulement Gaza, mais également les territoires occupés. Puis, dans le même temps, un ami qui nous offrait la possibilité de travailler avec certains joueurs de foot professionnels. Donc, on a commencé à rencontrer certains de ces joueurs qui ont décidé de rejoindre l'aventure Caravane Solidaire. Comme vous pouvez l'imaginer, en termes de réseau et financièrement également, ce sont des gens d'un grand soutien. On a commencé à construire une relation avec ces gens-là, puisque bien qu'on avait les contacts avec des footballeurs peut-être plus renommés qu'eux, mais j'avais mis un point d'honneur à ce que ces footballeurs ou personnalités publiques connues nous rejoignent, ne soient pas seulement donateurs de Caravane Solidaire, mais qu'ils deviennent des ambassadeurs parce qu'ils connaissent Caravane Solidaire de l'intérieur, qu'ils ont ce sentiment d'appartenir à Caravane Solidaire, mais que Caravane Solidaire leur appartient aussi et de construire ensemble une relation de confiance sur du long terme en fait. Pour faire simple, l'idée était de ne pas seulement aller rencontrer un joueur de foot qui nous fasse un chèque de 50 ou 100 000 euros d'un coup et que le lendemain quelqu'un passe derrière et lui parle de Caravane Solidaire et qu'il ne sache pas de qui il lui parle, je n'y voyais aucun intérêt. Donc, d'où l'idée de construire vraiment une relation saine et de confiance avec cette personne-là. Donc, ça a donné encore un nouvel essor, forcément, notamment financier, Caravane Solidaire. Et on a pu commencer à travailler sur des projets de développement donc dans nos pays d'intervention, que ce soit donc toujours en Syrie, au Yémen et en Palestine, puisque ce sont nos trois principaux pays d'intervention. Mais également, notamment par le biais de Kaba Diawara, donc qui était un ancien joueur de foot avec un beau palmarès. Je ne connais rien personnellement au football, mais il a un beau palmarès après quelques recherches. Donc ça a été notre premier ambassadeur du monde du football pour Caravane Solidaire. Cette relation, elle s'est nouée puisque l'ami en question, donc Larbi, c'est le premier joueur de foot qui m'a fait rencontrer. Puisque par rapport à l'idée que je lui avais émise de construire une relation stable avec ces gens-là, il m'avait dit, écoute, on va cibler des anciens joueurs de foot qui sont plus en activité, mais qui ont encore un réseau et qui sont dans la même éthique ou même approche que tu mènes. Donc c'est ce qu'on a fait. Il m'a présenté Kaba Diawara, donc d'origine guinéenne. Il m'a demandé de voir ce qu'on pouvait faire, notamment pour son pays d'origine, puisqu'il était sélectionneur adjoint à l'époque de l'équipe nationale de Guinée. Donc, on avait vu qu'il y avait une grosse problématique autour de l'eau, donc on a décidé d'intervenir autour du WASH et donc de la construction de puits et de forages dans son pays, avec l'engagement de faire un minimum de 10 puits dans les 6 prochains mois. Donc nous sommes partis donc en mission en Guinée, réaliser ces forages, et on s'est revu donc avec Kaba 6 mois après sur place. Pour faire un point, donc il m'a demandé si les 10 puits avaient été bien réalisés et Dieu merci, on avait eu énormément de donateurs, bien qu'on ne communique pas du tout sur les puits, mais on a eu énormément de donateurs, donc on avait pu réaliser de mémoire un peu plus de 60 puits, il me semble, dans les 6 mois au lieu des 10, donc chose pour laquelle, comme vous pouvez l'imaginer, il était très satisfait. Dans le même temps, il nous a organisé une rencontre avec toute l'équipe nationale de Guinée, avec certains joueurs internationaux très, très connus.
Donc ces mêmes joueurs, pour certains d'entre eux, ont décidé de passer par nous pour financer des puits dans leur village natal ou autre. Ça a été notre début en fait de travailler avec des joueurs de foot professionnels. Kaba nous a donc organisé une rencontre avec toute l'équipe nationale de foot de Guinée, donc avec des joueurs connus et reconnus internationalement. Donc, tout s'est très bien passé. Certains d'entre eux ont décidé donc de passer par Caravane Solidaire pour la réalisation de forages dans leur pays. Malheureusement, dans la nuit, en fait, il y a eu un coup d'État. Donc on s'est retrouvé coincé à l'hôtel avec ces fameux joueurs. Ça nous a permis de passer du temps très sympathique et très amical avec eux dans les couloirs. Mais eux ont pu être rapidement exfiltrés en fait, du pays dès le lendemain, alors que nous sommes restés sur place plus d'une semaine après, le temps que la situation se calme un petit peu. Donc après cette fameuse mission en Guinée, nous sommes retournés en France, forts de ces nouvelles rencontres et nouveaux soutiens. Parti en mission au Yémen. Il faut savoir qu'au Yémen, la situation est vraiment particulière. D'une, il y a très peu d'ONG qui ont les autorisations pour intervenir sur place. Donc Caravane Solidaire, on est la plus petite des ONG à avoir les autorisations à intervenir sur place. Très peu d'ONG françaises. Donc pour autant, nous y sommes avec ce renouvellement biannuel de contrat d'engagement avec le gouvernement yéménite qui nous permet d'atteindre, puisque c'est ce qu'on aime aussi, c'est aller dans les endroits là où les aides n'arrivent pas, en fait, tout simplement. Donc, on intervient depuis la région de Aden, donc tous les environs de Aden, mais on va aussi sur la ligne de front, donc sur la région de Koudeïda, qui est plus au nord sur la côte ouest du Yémen, mais également sur la ligne de front, donc côté nord, mais dans les terres, donc sur la ville de Taïz, là où très très peu d'ONG interviennent. Donc la ville de Taïz, malheureusement, depuis des années, donc c'est sur la ligne de front, donc elle est en proie à des bombardements quotidiens et des échanges de tirs quotidiens, avec une population en souffrance maximale et avec des quartiers dans lesquels les ONG n'ont pas d'autorisation pour intervenir. Un de ces quartiers, on a réussi à négocier donc par le gouvernement avec les groupes armés locaux à avoir l'autorisation d'y apporter notre aide. Notamment, un jour où on était là-bas, il y a une petite fille qui s'appelle Roeida. Elle allait chercher de l'eau en fait pour sa famille et elle s'est retrouvée dans le champ d'un sniper qui l'a visée et lui a tiré une balle dans la tête. L'histoire de la petite Roeida, elle est révélatrice de ce qui se passe malheureusement dans le monde humanitaire. À savoir que à notre époque, tout tourne beaucoup autour de la communication. Je sais qu'à Caravane Solidaire, on n'a jamais investi, peut-être à tort, dans la communication jusqu'à présent, même si maintenant, depuis 10 années d'existence, on essaie d'inverser un petit peu la tendance. Mais on a toujours préféré, nous, investir le terrain avec des moyens financiers et matériels plutôt que d'investir au niveau de la communication. Et donc l'exemple de la petite Roeida, il est vraiment révélateur de ce monde-là, en fait, de ce qui se fait. Pourquoi ? Parce que ce fameux jour où la pauvre s'est pris cette balle dans la tête, où son image a fait le tour du monde entier, puisqu'on voyait son petit frère qu'il a traîné par les jambes sur la route, avec donc des traînées de sang qui sortaient de sa tête. Et le monde entier a communiqué autour de cette petite Roeida en disant « Regardez, la petite, elle est morte. » Et elle s'est prise une balle de sniper dans la tête, c'est inadmissible. Et pendant que ces ONG très professionnelles de la communication, sur le dos de son image, ont collecté des sommes astronomiques, cette petite, elle était entre les mains de nos docteurs bénévoles au Yémen. Et on a bataillé pendant une journée à essayer de trouver un chirurgien et un hôpital qui acceptent de réaliser l'opération d'extraction de la balle qui était logée à côté de son cerveau. Et là où tout le monde communiquait à outrance, j'ai envie de vous dire, autour de son cas pour collecter des fonds alors qu'il n'intervenait pour la plupart d'entre eux même pas au Yémen. Voilà, on a bataillé pour trouver un chirurgien, qu'on a trouvé un hôpital, un directeur d'hôpital qui a accepté qu'on fasse l'opération chez eux. Et le lendemain, on a pu réaliser cette opération et Dieu merci, de nos jours, la petite Roeida, elle est toujours en vie. Elle va bien, elle est très choquée forcément psychologiquement. Certainement que le monde la croit toujours morte et le monde malheureusement l'a oubliée de toute façon puisque ces images servent généralement qu'à faire un buzz. Un buzz encore une fois pour collecter des fonds, mais au-delà de ça, personne ne s'inquiète de savoir ce qu'est devenu la petite ou même sa famille.
Et donc après l'avoir fait opérer, eh ben, on a mené une autre mission, où là elle était en rémission justement. On est parti la visiter à l'hôpital. Donc elle allait mieux. On a pu rencontrer son papa et son petit frère. Son petit frère, ce héros, j'ai envie de vous dire, parce qu'il faut imaginer un petit bonhomme de 9 ans qui tire sa grande sœur par les pieds au milieu de la route en bravant les dangers, puisque le sniper il était toujours actif. Là où aucun adulte n'est parti la chercher, c'est son petit frère qui est parti la chercher, qui l'a ramené, mis en position dans un endroit plus sécurisé. Donc lorsqu'on les a revus, bah, on vous laisse imaginer la journée qu'on... Parce que Roïda était toujours hospitalisée. On l'a couverte de cadeaux avec les dons de nos bienfaiteurs, bien évidemment. Et lui, on lui a fait passer une journée de petit héros et en le couvrant de cadeaux également parce que s'il y a bien un héros, voilà, c'est lui. C'est lui. Donc, comme on le disait en début d'interview, d'être acteur du monde humanitaire, ça ne demande pas du courage. Ça demande du sang-froid avant tout. Sang-froid dans chaque situation, puisqu'on est confronté à un public de bénéficiaires qui est en très grande souffrance, notamment puisque Caravane Solidaire a fait le choix d'intervenir dans les zones de conflit à travers le monde et toujours dans les situations d'urgence. Sang-froid, pourquoi? Parce que on a toujours affaire donc soit à des enfants qui sont en malnutrition sévère, soit à des enfants qui sont blessés de guerre, soit à beaucoup d'orphelins, soit et donc à beaucoup de veuves. Et le sang-froid nécessaire, pourquoi? Puisque je me souviens donc notamment d'une fois au Yémen, toujours dans la région de Hodeïda, qu'au moment où la malnutrition et la famine sévissaient, hein, puisque le Yémen, c'est un des pays qui fait face à la plus grande crise humanitaire de notre époque, où des dizaines de milliers d'enfants sont morts de faim. Je me souviens d'un jour où on visitait une de ces familles bénéficiaires, justement, où j'avais une petite dans mes bras qui avait 2 ans, qui souffrait de malnutrition très sévère, et j'avais sa maman en face de moi. Donc dans ces cas-là, il faut garder le sourire, alors qu'intérieurement, franchement, je mourais de honte parce que à cette époque, j'avais ma propre dernière qui avait 2 ans également, et que quand je portais cet enfant de 2 ans dans les bras, elle avait le poids d'un bébé de 6 mois, et forcément, on ne peut pas s'empêcher à ce moment-là de faire une comparaison entre sa propre petite fille et cette petite fille. Et j'avais le docteur également en face de moi, donc je regardais le docteur avec ce regard interrogateur en demandant ce qu'il allait devenir cette petite, est-ce que les traitements qu'on lui prodiguait allaient pouvoir la sauver. Et de ce regard de la tête et des yeux m'a fait comprendre que la petite, elle était vouée à décéder. Et aussi difficile que ce soit, eh ben, il faut garder le sourire dans ces cas-là parce que vous avez la maman qui est en face. Et la maman, dans ces moments-là, elle n'a pas besoin qu'on rajoute de la peine à sa souffrance, en fait. Et malheureusement, cette petite, le lendemain, elle est décédée dans ce dispensaire. Voilà, tout ça pour revenir au sang-froid, pour dire que on n'a pas le droit, en fait, de rajouter par notre peine, encore une fois, de la souffrance à ces bénéficiaires. On n'a pas le droit de leur montrer qu'on est attristé par leur situation. Au contraire, on est porteur d'espoir. Et l'espoir passe notamment par le sourire. Et qu'on se doit de rester stoïque en face de ces situations, même si intérieurement, ça nous ravage également. Mais c'est là le point fort, certainement, des acteurs humanitaires.